Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup sur le deuxième module de secondaire 3, le module sur la Nouvelle-France. Comme il y a beaucoup d'informations dans ce module-là, on a décidé de le séparer en différentes parties. On l'a séparé, entre autres, par période. Donc, on a des vidéos qui vont sur la période des compagnies, d'autres vidéos sur la période du gouvernement royal et encore d'autres vidéos sur les conflits. Mais là, cette vidéo-ci, on va être dans la période des compagnies. Voilà, on est donc entre environ les années 1600, 1608 et 1663. Dans la première vidéo sur cette période-là, on avait abordé les sujets de l'économie et du peuplement. Là, cette vidéo-ci, on va aborder les sujets des relations avec les Autochtones et de la présence de la religion catholique en Nouvelle-France. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai déjà une question pour toi. À ton souvenir, si je te dis que l'un des buts des grandes explorations européennes est de répandre la religion chrétienne, selon toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais effectivement, l'un des buts des grandes explorations, c'est bien de répandre la religion chrétienne. Pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est parce que ça a un impact aussi sur la Nouvelle-France. Parce que lorsque la France va aller fonder une colonie, développer une colonie en Nouvelle-France, la Nouvelle-France, la religion catholique va être très présente là aussi. Donc, il y a tout l'aspect du commerce, il y a tout l'aspect du peuplement, mais il y a l'aspect religieux aussi qui est très important. Entre autres, va être très important parce que l'Église catholique va vouloir évangéliser. Évangéliser, en gros, ça veut dire convertir à la religion catholique dans le cas de la Nouvelle-France. Donc, l'Église veut vraiment faire une œuvre d'évangélisation, aller vers les communautés autochtones pour leur apprendre puis leur faire adopter la religion catholique. Entre autres, ça va se passer avec l'arrivée de communautés religieuses en Nouvelle-France. Ce ne sont pas toutes les communautés qui vont aller faire de l'évangélisation, mais chacune va avoir un peu là, sa mission même. L'image qu'on voit ici, c'est un exemple, c'est une des communautés qui traverse de la France, qui vient dans la colonie en Nouvelle-France. Ce sont les hospitalières aussi qu'on appelle les Augustines. Elles sont plus vers le soin des malades. Donc, il y a parfois c'est l'évangélisation, mais il y a d'autres missions aussi. Puis il y a eu d'autres communautés aussi. Là. Ça, c'est un exemple, mais il y a plusieurs autres communautés qui sont venues de la France jusqu'en Nouvelle-France. Et certaines de ces communautés-là, c'était des communautés missionnaires. Ils allaient fonder là, ce qu'on appelle des missions. Et en gros, une mission, c'est un missionnaire, donc un représentant de la religion catholique qui fait partie d'une communauté religieuse. Lui va aller dans une communauté autochtone, entre autres pour aller apprendre leur langue, pouvoir communiquer avec la communauté pour pouvoir leur enseigner le mode de vie à la française, donc le mode de vie français, sédentaire, et aussi leur enseigner la religion catholique. Tout ça, le but, c'était qu'ils adoptent le mode de vie français et qu'ils adoptent aussi la religion catholique. Donc ça, il y a eu plusieurs missionnaires, ça a duré plusieurs années. Donc c'était un des buts de l'Église catholique en allant en Nouvelle-France, tout le côté d'évangélisation. Mais oui, donc il y a tout l'aspect évangélisation, mais c'est pas le seul rôle, c'est pas la seule mission de l'Église catholique en allant en Nouvelle-France. Il y a aussi une grande présence auprès des colons français. Donc, des gens qui sont venus de France, qui s'établissent en Nouvelle-France. L'Église est très présente pour eux aussi. Elle va avoir, entre autres, comme rôle d'établir des paroisses. Donc, une paroisse, là, si on se rappelle, en gros, c'est une délimitation de territoire, délimitation, je peux dire, un peu religieuse, parce que c'est l'Église qui décide qu'est-ce que la paroisse va couvrir là comme territoire. Et dans une paroisse, en fait, il y a un curé qui est nommé responsable pour être là, accompagner les gens qui habitent dans la paroisse. Un autre rôle de l'Église, ça va être de soigner les malades.
Donc là, je te parlais des hospitalières, des Augustines qui avaient comme mission de soigner les malades. Bien, c'est un des rôles carrément de l'Église. Et un autre des rôles aussi, c'est l'enseignement. Donc, il y a les communautés ursulines qui a traversé elle aussi l'océan pour venir s'installer en Nouvelle-France. Et les Ursulines, voilà, elles fondent des écoles pour enseigner aux personnes, aux filles surtout. Donc, l'enseignement, c'est un autre des rôles de l'Église catholique en Nouvelle-France. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va rester avec ces trois-là. Ce sont les principaux. Passons maintenant à l'autre sujet de cette vidéo, soit la relation avec les Autochtones. Donc, si on se replace là dans les années 1600, au début des années 1600, il y a déjà eu plusieurs contacts entre les nations autochtones et les Français. Mais là, ce qui est différent, c'est que les contacts vont être de plus en plus nombreux et vont être aussi de plus en plus longs. Ils vont être comme ça de plus en plus nombreux, entre autres parce que bon, il y a les commerçants qui viennent, il y a les explorateurs, il y a des missionnaires aussi qui vont vers les communautés. Ces contacts-là, de plus en plus nombreux, de plus en plus longs, ces contacts-là, ils vont avoir plusieurs conséquences sur les communautés autochtones. Les conséquences, ça va être entre autres du côté religieux, côté culturel. Les conséquences vont aussi être du côté économique et du côté de la santé. Pourquoi j'aborde ce sujet-là de la santé? C'est pour parler du choc microbien. Choc microbien, on fait référence à pas un événement particulier, mais un peu quelque chose qui s'est passé à travers le temps. C'est que lorsque les Européens partent d'Europe pour aller en Amérique, ils amènent avec eux des maladies qui sont connues dans leur terre d'origine, mais qu'en Amérique, mais qu'on connaît pas du tout en Amérique. Donc, en traversant comme ça l'Atlantique, les Européens viennent avec des maladies qui sont totalement inconnues des Autochtones et leur corps n'a pas de défense contre ces maladies-là. Ils ont pas non plus de connaissance de ces maladies-là. Donc, une des grosses conséquences de la présence, de l'arrivée de ces maladies, ça va être de causer beaucoup de morts dans les communautés autochtones. Et en ayant comme ça tellement de décès dans la communauté, un des impacts, ça va être de les affaiblir beaucoup. Donc, il y a certaines communautés qui sont plus frappées que d'autres. On peut mentionner entre autres la communauté Huron-Wendat, qui, elle, a eu beaucoup de décès dans la communauté, des décès qui seraient dus à la présence de missionnaires dans la communauté qui auraient apporté avec eux, sans le vouloir, sans le savoir nécessairement, qui auraient apporté les maladies qui, comme ça, se sont répandues là, à travers la communauté Huron-Wendat. Allons maintenant du côté de la diplomatie, puis des relations entre Français et communautés autochtones. J'ai une question pour toi. À ton souvenir, quelle action les Français posent-ils en 1603? Est-ce qu'ils établissent une alliance commerciale et militaire avec 3 nations autochtones? Est-ce qu'ils établissent une alliance commerciale avec la nation autochtone qui contrôle le commerce? Est-ce qu'ils établissent une alliance militaire avec la nation autochtone la plus puissante? Ou encore, est-ce qu'ils établissent une alliance avec les Anglais pour aider au commerce des fourrures? Bien, en 1603, les Français établissent une alliance commerciale et militaire avec 3 nations autochtones du continent nord-américain. Cette alliance que les Français font avec 3 nations autochtones, elle a effectivement 2 parties principales. Parce que dans ces objectifs, il y a un côté commercial parce que on veut avoir accès le plus facilement possible et en plus grande quantité possible. On veut avoir accès à des fourrures, qui est l'élément très intéressant pour les Français en Nouvelle-France. Mais un autre objectif aussi, un autre élément là à prendre en compte, c'est l'alliance militaire. Parce que on jure de part et d'autre, on s'engage là à défendre l'autre si jamais il est attaqué. Donc les Français, entre autres, s'engagent à défendre leurs alliés autochtones si eux sont attaqués. Cette alliance-là, elle regroupe d'un côté donc les Français avec leurs alliés autochtones. Avec le temps, il y a d'autres nations là, qui viennent se joindre à cette alliance-là. Donc on parle entre autres de la Confédération Huron-Wendat, il y a les Inuits, il y a les Algonquins et les Etchemins
qui viennent là dans cette alliance. Mais dans déjà le réseau d'alliance, le réseau diplomatique qui était présent donc en Amérique du Nord, il y avait déjà des tensions, il y avait déjà des conflits. Donc ça fait en sorte que l'alliance que les Français font avec des communautés autochtones font en sorte qu'il y a des tensions, il y a des conflits avec d'autres communautés autochtones. Ces communautés que l'on nomme la Confédération iroquoise ou encore la Ligue des Cinq Nations. Il y a différents noms là qui sont utilisés, mais on fait référence là essentiellement aux mêmes personnes, aux mêmes communautés. La rivalité, en fait, de part et d'autre, elle vient entre autres de la volonté de contrôler le commerce des fourrures, parce que c'est très important à ce moment-là, on s'en souvient. Donc, on veut contrôler ce commerce-là, on veut aussi contrôler les territoires de chasse. Donc ça fait en sorte que de part et d'autre, on va chercher donc à aller, tout le monde va aller chercher le meilleur pour soi. Ça va se répercuter par ce qu'on appelle les guerres iroquoises. Ça dure des années. Il y a beaucoup d'épisodes, là, si je peux parler comme ça, il y a beaucoup de moments à travers là, ce qu'on appelle les guerres iroquoises. Donc là, on va en faire un résumé. Je vais nommer beaucoup de dates, mais c'est seulement pour t'aider à me suivre dans le cours des événements. Les dates sont pas toutes à retenir. C'est vraiment pour aider là, à comprendre un peu l'évolution des choses. Puis là, on va commencer avec la date de 1640. Voilà. Pourquoi 1640? Bien, c'est qu'à ce moment-là, ça commence, il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de tensions, donc le tout s'intensifie. Donc, on va commencer à partir de cette année-là. Et les combats vont durer et vont, entre autres, entraîner en 1648. Voilà. En 1648, vont entraîner la destruction de la Huronie. Donc, la Huronie, qui était le lieu de vie de la nation Huron-Wendat, va être détruite en 1648 là, sous des attaques de la Confédération iroquoise. Ça va faire en sorte de décimer, si je peux dire, la population Huron-Wendat. Ils auront plus possibilité là, de vivre dans ces lieux-là. Une partie des survivants vont fuir vers Québec. Donc, c'est vraiment un coup très, très dur pour la nation parce qu'ils perdent carrément leur lieu de vie, ils perdent carrément la Huronie. Les combats vont durer jusqu'en 1653, parce que de 1653 à 1658, il va y avoir une trêve. Donc, un arrêt des combats qui va être entendu pour cette période-là. Mais la trêve ne durera pas beaucoup plus longtemps parce que déjà en 1660, les combats reprennent. Donc, les tensions sont encore là, les combats reprennent, ce qui va entraîner, sûrement quelques années plus tard, en 1665, et là, 1665, je mets un astérix à côté parce que ça, c'est une date quand même un peu plus importante là, à garder en tête. C'est le moment de l'arrivée du régiment Carignan-Salière, qui est un régiment français qui est envoyé en Nouvelle-France pour aider à la défense de la colonie. Eux, ils arrivent 1665 et ça va entraîner, seulement 2 ans plus tard, ça va entraîner la signature d'une paix avec la Confédération iroquoise. Ça dure un certain moment, mais encore là, comme on a vécu là dans les années 58-60, les combats vont reprendre dans les années 1680 et ça va entraîner, là, notre dernier événement, ça va entraîner en 1701 la Grande Paix de Montréal. Donc là aussi, je mets un astérix parce que c'est une autre date qu'il faut quand même garder un peu plus en tête. La Grande Paix de Montréal qui va rassembler, si ma mémoire est bonne, une quarantaine de nations autochtones. Et là, ça va être la signature d'une paix. Une paix qui va être quand même plus durable et qui va mettre fin à près de 100 ans de conflits entre Français et les nations iroquoises. Les guerres iroquoises ont plusieurs conséquences. Elles vont entraîner, entre autres, la dispersion ou la disparition de nations iroquoiennes. Donc, on parlait de la destruction de la Huronie. Donc, ça fait partie des conséquences. Une autre des conséquences, en cause de la guerre puis des difficultés vécues par les nations autochtones,
ça rend plus difficile l'approvisionnement en fourrure. Donc, le commerce des fourrures est touché par ça, étant donné que c'est plus difficile d'avoir accès à la ressource. Donc, tout ça, ça clôt donc cette vidéo sur la période des compagnies. Donc, dans le module là sur la Nouvelle-France, je t'invite, c'est 6 parties, comme je disais. Donc, je t'invite à écouter les autres pour vraiment compléter ta révision de tout le module.